Il dit que les histoires, on les invente pas, on les crée pas, on les déterre. En fait, il dit que trouver une histoire, c'est il y a un petit os qui dépasse et le travail de l'écrivain, c'est de prendre un petit pinceau ou une pelle et de creuser, et de déterrer l'histoire. Pour lui, l'histoire existe toute seule et le travail de l'écrivain, c'est juste de la sortir en fait. Ce qui est très intéressant chez les grands réalisateurs et même chez les autres, il y a cette idée qu'en adaptant Stephen King, on passe comme ça en revue les dispositifs du cinéma de la peur. Tous les dispositifs y passent. La plus grande peur qu'il a dû éprouver et qu'on ressent en lisant ses livres, c'est la peur de grandir, je pense, et de devenir un adulte et puis d'être obligé de quitter le monde de l'enfance. Ça, c'est pas une peur physique au sens peur phobique des araignées ou choses comme ça, mais c'est quelque chose d'assez irrationnel et puis d'inéluctable en même temps, puisqu'on peut pas lutter contre. Alors, vous savez, quand on est seul dans sa chambre, quand on est tout gosse, c'est qu'il y a la porte du placard qui est légèrement entrouverte. Vous demandez ce qu'il y a dans le placard, alors qu'il y a simplement vos chemises et vos chaussettes. Mais il peut y avoir un monstre hideux. Et c'est ça qu'on retrouve, et c'est ça qui nous fait un plaisir immense. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, moi. Stephen King, quand on lit un livre de Stephen King, d'une certaine façon, si l'on se tait, si l'on s'abstrait du monde qui nous environne, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il est là aussi. Hein. Il y a toujours cette voix, même quand c'est raconté à la première personne, hein, il y a toujours cette voix de conteur, de raconteur. J'admire beaucoup sa capacité à décrire des personnages qui sont même très loin de lui et à arriver vraiment en quelques mots à nous donner une expérience vraiment émotive de la personne. Qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle veut. Et tout de suite, on s'attache à ces personnages. Il ne faut pas oublier, je le disais tout à l'heure, qu'il était professeur de littérature, qu'il décortiquait Dickens, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, tous les grands auteurs américains. Il les décortiquait parfaitement bien. Le fait d'écrire lui sert d'exorcisme ou de thérapie plus ou moins freudienne. Ses parents étaient divorcés et donc il en a beaucoup souffert. Il a eu une enfance un peu de souffre-douleur dans ses années d'études. Ce qu'on retrouve dans certains de ses personnages, on a l'impression qu'il transpose un peu sa vie dans quelques-uns de ses personnages. C'est qu'à l'école, on se foutait de sa gueule tout le temps. C'est pour ça qu'il a écrit Carrie. Il n'était pas une fille, lui. Mais il est immense, Stephen King. Il mesure 1m90. Et il a des binocles, mais épais comme ça. Et il les avait déjà à l'époque, parce qu'il a une maladie des yeux. Et on se foutait de lui tout le temps. Et il a écrit Carrie, qui est une fille qui a ses règles et dont on se moque de lui. Carrie, c'est vraiment l'expression de la sexualité féminine, adolescente, avec une certaine idée de la répression presque vraiment puritaine d'une partie de l'Amérique en tout cas. Et c'est vachement hallucinant, je trouve, de la part d'un homme d'avoir écrit ça. Je pense que si on savait pas qui était Stephen King et que on envoyait ce roman dans une boîte d'édition, les gens seraient sûrs que c'est une femme qui a écrit ça. Mais il le reconnaît lui-même, c'est grâce à De Palma qu'il a atteint la renommée internationale. Et il l'a toujours reconnu, parce qu'il est très honnête en fait. Il dit les choses. Quand il rate un truc, il le dit. Il est très bien. Ça doit être un type bien. Ces manuscrits ensuite ont été acceptés plus facilement, donc il est quand même assez prolixe. Il a écrit 35 à 40 œuvres en l'espace de 30 ans, c'est pratiquement un livre par an, voire plus, certaines années. Donc il y a matière à exploiter ces œuvres. Mais bon, après tout dépend du réalisateur évidemment. Donc si c'est George Romero
Ça peut être très bon. Si c'est John Carpenter, ça peut être également très bon. Enfin, je veux dire, toutes les grandes signatures du cinéma fantastique sont là, avec chacun ayant puisé une thématique différente ou une manière de voir ou de faire différente dans ses livres. Mais avec peut-être un dénominateur commun dans ces romans qui ont été adaptés au cinéma, qui est que l'écriture de Stephen King donne éminemment à voir. C'est-à-dire que c'est une écriture, le dit lui-même, pour le troisième œil du lecteur. Il y a les yeux du lecteur qui lit des mots qui s'enchaînent, mais il y a le troisième œil, c'est-à-dire quand ces lignes-là font image. Et ça part très souvent, même chez ces grands réalisateurs-là, d'images impressionnantes dès le début. Ça peut être un hôtel qui est hanté, mais on ne sait pas s'il est hanté par quelque chose qui l'habite ou si c'est l'hôtel lui-même qui est une hantise. Et ça peut partir de cette image complètement folle de sang dévalant un couloir. Pour Dead Zone, c'est l'image aussi de quelqu'un qui a un pouvoir de télépathie, télékinésie, donc qui en serrant une main peut peut-être voir ce qu'est l'avenir des États-Unis. Pour Christine, c'est une voiture rouge en pleine nuit qui roule seule. Donc il y a toujours une image impressionnante comme cela, qu'a très bien repris Marc Pavia dans les années 90 avec Rapace Nocturne. Et Marc Pavia s'inscrit dans cette continuité Toby Hooper pour Salem ou Carpenter, Cronenberg. Quelle horreur! Incroyable! C'est une des rares histoires de vampires de Stephen King. Il en a écrit 2. C'est Salem, qui est une histoire de vampire parfaitement terrifiante. D'ailleurs, il y a eu un téléfilm. Et Nightfire, alors ça, c'est un vampire extrêmement chic qui se déplace en avion privé. Et donc, tout se passe autour d'un aérodrome. Et ça fout une trouille bleue aussi. Mais c'est pas un vampire, vous savez, il n'est pas traditionnel. C'est pas le vampire traditionnel. Lui a renouvelé un peu le genre. D'abord, en effet, il vole pas comme les chauves-souris. Il a un petit bimoteur, un petit avion, et donc il va de petit aérodrome en petit aérodrome, et là, bon, il se nourrit comme il peut, comme un vampire. L'originalité du film, c'est que c'est pas traité de façon conventionnelle. À la base, c'est une enquête et il y a une espèce de serial killer comme ça qui trucide des victimes aux quatre coins du pays, sans fil conducteur, sans dénominateur commun, sans mobile apparent. Et bon, ce qu'on disait par rapport à l'introduction du fantastique dans le quotidien, c'est ça, c'est que ça ne pourrait être qu'un serial killer de plus. En l'occurrence, c'est un vampire. Un mec qui se prend pour Superman, se pose sur un aérodrome désert au milieu de la nuit. Il tue le premier pauvre bouc qu'il voit passer par là. Il vide le Maccabée de tout son sang, puis il redécolle à la recherche d'une nouvelle victime. Et il se fait appeler Dwight Renfield. Or, figure-toi que Dwight est le prénom d'un comédien dénommé Dwight Fry qui interprétait le rôle de Renfield, le malade mangeur d'insectes dans la version de 31 de Dracula. Je t'en prie, Richard, c'est pas un sujet, ça? Un dingue qui aime le cinéma, et après? Les vampires, c'est devenu un grand classique dans la presse, tu le sais. Et puis d'ailleurs, ce type va se faire coincer s'il continue comme ça. On l'a pas attrapé encore. Écoute, toi au moins tu es pilote et t'as un appareil, alors y a pas à hésiter. En plus de ça, les cutéreux, ça te connaît. Tu sais leur parler. C'est ça, oui. C'est l'intérêt à chaque fois, c'est d'opposer quelqu'un, comme dans Bazar, c'est d'opposer quelqu'un de très cartésien à des phénomènes qui le sont beaucoup moins. Et c'est le long apprentissage de cette réalité qui dépasse l'entendement et qui lui fait comprendre petit à petit qu'il a affaire à quelque chose de complètement anormal. Finalement, le vampire concrétise ce qui est à la fois la force et la faille des États-Unis.
concrétise cette force et cette faille de l'espace américain. C'est-à-dire un espace américain suffisamment grand et suffisamment espacé entre ces points de chute pour que puisse arriver, sans qu'on le sache tout de suite, le pire, l'impensable, etc. Et le fait que Richard Dees, le reporter, traque d'aéroport en aéroport, montre comment les Américains ont aussi cette donnée qu'on n'a pas du tout en Europe, qu'on n'a pas en France, que l'espace peut représenter un obstacle à la résolution d'un crime, d'un problème, parce qu'il faut couvrir tout un espace et on est toujours en retard. Attention, chère lectrice en quête de sensation. Un véritable monstre s'approche de chez vous. Vous lirez son nom et vous l'oublierez, mais ça ne fait rien, puisque grâce à lui, vous vous souviendrez du mien. Je vais en faire une star, au même titre que Jack l'Éventreur, Landrus, cher César Borgia ou bien Barbe Bleue. Vous vous souviendrez de l'oiseau de nuit, qui va bientôt prendre son tout dernier envol. Route à prendre pour rejoindre ILS. Là, c'est le diable en personne qui débarque dans le Maine. Le diable qui a les traits de Max von Sydow. Donc c'est amusant parce que Max von Sydow, il a la particularité d'avoir interprété Jésus, le diable et l'exorciste dans l'exorciste. Donc je crois que c'est probablement le comédien qui connaît le mieux à la fois le bien et le mal au cinéma. Enfin, ce sont les hasards des castings, mais c'est assez savoureux de penser qu'il a pu jouer à la fois Jésus et le diable. Il est vraiment très savoureux dans le rôle de cette espèce d'antiquaire dont on ne sait rien au début et qui, petit à petit, a fait pactiser les gens avec lui pour obtenir d'eux, évidemment, leur âme et leur donner en échange les pires atrocités possibles. 95 cents. Eh bien, on va considérer ça comme un acompte. On est très loin de la somme, Brian, mais ça n'en est pas moins une offre. On va considérer que c'est la moitié du prix, d'accord? Oui. La moitié du prix, 95 cents, que tu viens de payer cash. Pour le reste, pour l'autre moitié, tu t'engages à faire ce que je te dis. À faire quoi? Une farce, disons plutôt une petite blague, pas bien méchante. Et jamais personne ne te soupçonnera, je te le promets. C'est quelqu'un qui incarne, d'une certaine façon, une métaphore de l'échange commercial. C'est-à-dire comment susciter le désir suffisamment fort pour mettre les personnages en situation de faire n'importe quoi pour réaliser le rêve d'acquérir un tel ou tel objet. Il va susciter le désir chez sa cliente ou son client suffisamment pour que ce client ou cette cliente réalise un acte impensable qu'il n'aurait pas fait d'ordinaire. Alors ça commence par des petits actes où on va comme ça embêter son voisin pour arriver à des actes irréparables, de mort, d'assassinat, des actes qui conduisent à l'apocalypse. Tu vas tuer mon chien, sale garce! T'as cassé toutes les vitres, sale putain! Si t'approches, sale pute, je te découpe en morceaux, je te préviens! C'est un petit peu Amélie Poulain, version négative en fait, ce personnage, quoi. C'est comment faire le bien au départ et ensuite faire en sorte de distribuer le mal sur toute une communauté. Regardez ce que j'ai reçu au courrier ce matin. Prends garde, espèce de sale macro. Nous avons essayé de te convaincre, mais sans succès. On en a soupé de toutes tes bondieuseries, de tes sermons et de ton adoration à la con pour la putain de Babylone. Cette fois, tu dépasses les bornes. Traiter de putain de Babylone notre sainte église. C'est encore cet idiot de révérend.
Je vais aller parler au Lorsque révérend j'étais Woodrose. jeune, tout le monde s'entendait avec tout le monde. Je vais m'en occuper, comptez sur moi, mon père. Oui, je compte sur vous, Alan. Et dites-lui surtout, dites-lui à votre révérend que s'il veut l'envie romain, il s'apercevra que nous aussi, les sales macros de Dieu, nous savons nous battre. C'était le printemps 1976. Le terrible cauchemar qui devait s'abattre sur notre ville commença cette nuit-là. De loup-garou qui s'appelle Silver Bullet dans son titre original. Donc Silver Bullet, c'est la balle d'argent qui permet d'anéantir un loup-garou selon la légende. C'est un petit film de série B, assez bien ficelé en définitive, qui est sorti quelques années après Hurlement de Joe Dante. Donc c'est un film qui se laisse regarder, qui met en scène un enfant handicapé. Donc on disait que chez Stephen King, l'enfant était souvent le personnage central de ses œuvres. Et là, c'est un enfant d'autant plus vulnérable qu'en plus, il se déplace en fauteuil roulant sur une espèce de mobilette animée. Donc, c'est un enfant qui a vu un loup-garou et qui, évidemment, comme dans le conte, l'enfant qui a vu le loup, personne ne le croit, surtout un loup-garou. Oncle Red? Oui? Et si c'était pas un mec? Je comprends pas. Eh ben, si c'était une espèce de monstre? Oui, un monstre à pattes vertes. Non, un loup-garou, un truc comme ça. Ben ça alors c'est la meilleure. Le film est très très intéressant concernant le fait que le petit Marty, on le croit ou on ne le croit pas. Lui a vu ce qu'il devait voir, il sait ce qu'il a vu, mais il n'empêche que la communauté qui l'entoure, jusqu'à ce que les crimes apparaissent vraiment au grand jour, on ne le croit pas vraiment. Il a juste un oncle un peu ivrogne, marginal, qui n'est pas intégré dans le cercle familial, qui va de femme en femme, qui le croit. Et c'est toujours comme ça, très intéressant chez King, parce que il faut toujours en passer peut-être par une certaine forme de marginalité, de périphérie, pour questionner le centre. Je n'aime pas que tu boives devant Marty. Et moi, je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il faut pas que je fasse. La manière dont tu vis ne me regarde pas. Mais tu dois comprendre que Marty est un enfant très fragile. La seule chose qui est importante pour toi, c'est de le traîner de la baignoire à sa chaise ou de son fauteuil roulant sur les toilettes. Red, Marty a déjà tellement de choses à surmonter. Il n'a rien à surmonter du tout, c'est pas vrai. Mais tu comprends pas, je suis déjà terrifiée à l'idée qu'un jour il perde espoir. Lui, jamais, c'est impossible. Alors il vaudrait mieux qu'il n'ait pas ton exemple sous les yeux. L'enfant, dans Peur Bleue, mais aussi dans tous les livres où il y a des enfants, doit accepter l'imaginaire, sinon l'imaginaire peut le détruire. C'est-à-dire que l'imaginaire n'est pas seulement quelque chose de créatif et de positif, mais en fait il y a un pouvoir à nommer les choses. Il y a un pouvoir à dire ceci est un loup-garou, ceci est un vampire, ceci est un clown démoniaque qui prend différents visages. Et tant que l'enfant n'est pas cru, ou tant que l'enfant n'a pas verbalisé cet aspect du fantastique, il va être vulnérable.
Chérie, viens voir, je crois que j'ai la berlue. Le distributeur me traite d'enculé. On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur, je comprends pas. Pour résumer un peu l'histoire, c'est un peu la nuit des morts vivants au pays des 38 tonnes, quoi. C'est la révolte des camions. Donc c'est vrai qu'en plus en France, les camions, c'est pas forcément une passion partagée par beaucoup de monde. Mais aux États-Unis, ces gros bolides lancés sur les routes à travers le pays, ça a toujours plus ou moins fasciné. Donc il l'avait déjà fait avec Christine, mais ça c'était pour les automobiles. Il s'y essayait avec les camions de Maximum Overdrive. Et donc c'est la révolte de ces engins-là, parce que la révolte des machines commence par des appareils ménagers ou électriques. Bon, allez, entrez tous. Allez, entrez. Alors, tu me les ponds, ces œufs, oui ou merde? Une minute, ils arrivent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le couteau. C'est le couteau. Mais vite, un torchon. Mais passez-moi un torchon. Oh, ce vilain couteau a mordu cette pauvre petite chérie. Oui, il a démarré tout seul, il s'est tourné vers moi, il m'a coupé. Un court-circuit, probablement. Ah, comment? Ce qui est agréable dans ce film, c'est qu'on retrouve l'aspect communautaire dont on parlait, où il y a les personnages forts qui sont pas si forts que ça, et les laissés pour compte qui vont être bien plus héroïques que le président des États-Unis dans Independence Day. Donc c'est un peu l'effet inverse, c'est quand même bien plus intéressant. Si Stephen King avait écrit Independence Day, ce serait le chien et le noir et l'homosexuel qui auraient sauvé le monde, et pas le président de la République. Ouais. Le monde entier va finir par exploser. C'est vrai, nous les avons fabriqués. Allez, calme-toi, tu vas finir par te blesser. Mais arrête, sois raisonnable. Ne me fais pas la morale, pauvre con. Wanda, ça suffit maintenant. Ils n'ont pas le droit. On doit les détruire. Arrêtez! Saloperie d'objets! On vous a fabriqué! Vous nous devez du respect! Vous ne pouvez pas! Vous ne pouvez pas! Vous êtes nos créations! C'est une espèce de western. On sent un peu du Mad Max aussi derrière, évidemment. Bon, c'est plusieurs emprunts à tout un tas de références, ce qui est louable dans la mesure où je pense que c'est un amateur aussi de cinéma et de série B, donc il a dû essayer de reproduire un peu ça. Le film n'a pas été un succès phénoménal, mais bon, il constitue l'incursion avec un I majuscule de Stephen King dans le milieu du cinéma en tant que réalisateur. Donc à ce titre-là, ça vaut la peine d'être vu. Quoi? Pourquoi t'as crié comme ça? Les petites, elles sont plus là. Papa, regarde, il y a du sang. Oh, miséricorde. Cathy! L'univers, c'est un roman feuilleton au départ. Un roman feuilleton raconté par quelqu'un qui a plus de 100 ans, le personnage narrateur. Ce
que c'est devenu dans le film, grâce à Frank Darabont, qui est quand même celui qui a fait peut-être l'une des plus belles adaptations de King, qui est Les Évadés. Avec la réalisation de Frank Darabont, on retrouve d'une part tout l'univers de King, tous ces dispositifs, que ce soit un lieu unique d'une certaine façon, dans lequel va se cristalliser les relations humaines, qui vont à la fois devenir encore plus humaines et en même temps plus explosives. Tu vas où tu veux, ça m'est égal, mais tu dégages d'ici pour le moment. Très bien. Tu m'as explosé les doigts. J'ai effacé ton sourire de merde, face de rat. Putain, Percy, je t'ai dit de dégager de mon bloc. On pourrait presque parler de film humaniste, parce que c'est tout sauf l'apologie de la peine de mort. Hein. Ça montre une exécution capitale de très près, avec presque les odeurs qui peuvent émaner de la chair qui crépite. Donc c'est quelque chose d'assez saisissant par instant. Puis des moments de poésie avec ces espèces de lucioles venues d'on ne sait où et qui s'échappent du corps du condamné. Là, c'est quelque chose d'assez intéressant cinématographiquement parlant, puisque c'est vrai qu'à la lecture on peut tout imaginer, mais réussir à transposer de cette façon-là, c'est quand même très fort. D'une certaine façon, Kofi incarne un personnage qui fait son chemin de croix, qui est un personnage qui est d'abord renié, qui est un personnage honni, mis au banc de la société, et qui peu à peu va réintégrer, par son martyre personnel, puisqu'il est voué à la chaise électrique, va réintégrer une société qui va finalement s'apercevoir qu'il incarne peut-être le bien absolu. Je voulais pas qu'il sente le mal. Toute la douleur sort de moi. Maintenant, je suis fatigué, patron. Trop fatigué. Moi aussi, John. Moi aussi. Je pense que le plaisir et l'intérêt dans l'histoire d'horreur ou fantastique, c'est de se mesurer à la mort tout simplement, et de se mesurer au pire, et de se dire que quand on aura traversé l'histoire, si ça nous arrive un jour, on aura assez de recul pour peut-être, en l'ayant déjà appréhendé dans la lecture, on pourra peut-être y faire face de la meilleure manière. Je crois qu'un adulte qui aurait plus d'illusions ou plus de fantasmes, si tant est que ça puisse exister, aurait bien du mal à s'intéresser à ce genre d'univers. Mais on a tous besoin de se faire peur, ne serait-ce que pour oublier le quotidien qui est déjà assez effrayant. Donc sa fiction à lui dépasse rarement de toute façon l'horreur du quotidien. Hein. Oui, il faut croire au monstre qui est dans le placard. Il faut croire. Parce que, en fait, c'est l'imagination. Il croit en l'imagination, en l'imaginaire. Et que le monde imaginaire est peut-être aussi plus terrifiant, mais plus rassurant que le monde réel. Quand il décrit le monde réel, c'est pas rassurant. D'ailleurs, c'est ça le principe du fantastique, c'est faire entrer quelque chose d'étrange dans la réalité. Et alors lui, il réussit remarquablement, c'est-à-dire tout autour de la page, sursauter. Il y a l'idée qu'on a besoin des monstres, ça c'est une chose, mais il y a l'idée aussi que les monstres sont plus proches qu'on ne croit, et qu'avec Stephen King, on s'enferme toujours avec les monstres. C'est-à-dire que quand on ferme la porte, on ne laisse pas le mal à l'extérieur, on s'enferme avec lui. Tu brûleras en enfer!